nouveau numéro de 320 Domaine, nous nous rendons dans la vallée de Münster, à Viroval, où nous accueille Adrien Schoenaerts. Adrien est le fils de Dominique et Henri, qui sont à la tête du domaine Schoenaerts. À ce jour, ils sont les seuls vignerons indépendants du village. Adrien a un BTS Viti-Eno et a accumulé de nombreuses expériences entre 2010 et 2014. Nous débutons cette découverte avec le crément extra brut cuvée mémoire de granit. Un crément qui bénéficie de 4 ans et demi de garde sur latte. Un crément qui garde de l'éclat, une minéralité marquée et une droiture certaine. Alors le crément chez nous c'est une part assez stable de la production, hein, ça représente 15% à peu près de notre production. Pendant très longtemps on n'avait qu'une seule cuvée, on avait juste un crément classique, 100% auxerrois et c'est tout. Mon père en 2001 a démarré, sur le millésime 2001 a démarré une cuvée millésimée, mais qui représentait vraiment un petit volume et vraiment pas tous les ans, hein, c'était une cuvée uniquement vraiment sur les meilleurs millésimes. Et du coup depuis 2013, en 2013 on a acquis un nouveau pressoir qui nous permet de bien séparer les jus, de faire la séparation des jus à la champenoise, vraiment by the book. Hein. Du coup, on a choisi de démarrer une nouvelle cuvée, la cuvée Mémoire de Granit, qui est une sélection parcellaire, uniquement en cœur de cuvée, pas de taille, hein, c'est uniquement le meilleur jus qu'on arrive à tirer. Et c'est une parcelle qui se trouve dans le bas du Linsenberg. Le Linsenberg, c'est notre terroir le plus pentu, hein, on est à 50-60% de pente dans le Linsenberg, donc le bas du Linsenberg, ça a beau être le bas de coteau, c'est déjà à 40%. Hein, et assez caillouteux, un terroir assez pauvre, mais plutôt chaud et léger. Donc ça va donner un vin qui est quand même très droit, plutôt mûr, hein, même malgré une acidité quand même bien marquée, et surtout très minéral. C'est pas un crément juste pour l'apéritif, on est déjà sur un crément de gastronomie qui va bien fonctionner sur les accords mets et vin, sur des poissons, fruits de mer. Ça peut mettre des poissons avec une sauce à la crème, hein. On a de la vivacité, mais on a aussi de la matière derrière. Donc c'est un crément qui va être assez complet pour les accords mets et vin. Aujourd'hui, votre gamme de créments compte à peu près combien de références? Donc là, on compte 3 références sur la gamme de créments, le classique, le mémoire de granit, et le millésimé qui maintenant, à partir de 2013, est fait à partir du mémoire de granit, mais avec une garde sur latte prolongée. L'autre différence avec le mémoire de granit et le millésimé, c'est que le mémoire de granit, c'est un extra brut. Le millésimé, lui, c'est un zéro dosage, brut nature. Alors on s'est rendu compte, du coup, en faisant le mémoire de granit, que la séparation des jus sur l'auxerrois, parce que là en l'occurrence on est sur du pinot auxerrois, est extrêmement importante pour l'acidité, encore plus que pour d'autres cépages je pense. L'auxerrois de base c'est un cépage pour le crément qui peut manquer un petit peu d'acidité. Alors nous on n'a jamais eu trop de problèmes vu qu'on est dans une vallée en altitude et que du coup on a des nuits un peu plus fraîches qui permettent de maintenir une bonne acidité. Mais ce qu'on a remarqué en séparant les jus c'est que l'acidité entre les tailles, la fin de presse et la cuvée est absolument énorme. Ça va vraiment du simple au double. Hein. Là sur le mémoire de granit, c'est que de la cuvée, on est à plus de 9 grammes d'acide tartrique, alors que sur les tailles, on était à peine sur un petit 5. Donc quand on voit la différence entre les deux, on se rend vraiment compte que séparer les jus, si on veut une cuvée taillée plus droit, plus nerveux et surtout mettre en avant aussi plus la minéralité, parce que la minéralité ça se perçoit quand même avant tout sur la fin de bouche. Ouais, les tailles, ça a tendance à donner une fin de bouche un peu plus brouillon, un peu plus amer, ça demande un dosage plus conséquent. Du coup, le fait de ne pas doser et en plus de supprimer les tailles, ça permet aussi une meilleure expression de cette minéralité. Ce qui est très appréciable quand on déguste, c'est cette fraîcheur que tu as et cette droiture tout le long, mais alors un côté très soyeux en toucher de bouche au début, ouais. Le côté minéral et une belle amertume en fin de bouche qui permet vraiment... Alors pour expliquer le côté pas trop agressif à l'attaque, ça vient du type d'acidité en fait qu'on a dans le vin, donc là on va rentrer un peu dans les détails techniques, mais vu qu'on est sur un coteau quand même bien exposé mais en altitude, on va avoir des journées très chaudes mais des nuits très fraîches, donc on va avoir une maturité organoleptique assez poussée et une maturité de l'acidité assez poussée. Et en fait, il y a une différence dans la dégradation de l'acidité entre l'acide malique et l'acide tartrique. L'acide malique, c'est une acidité assez agressive qui peut donner une attaque assez nerveuse, un peu verte, hein, alors que l'acide tartrique, c'est une acidité plutôt sur la fin de bouche, qui est beaucoup plus qui est rafraîchissante, mais pas agressive, justement, plus qualitative généralement. Hein. Et en fait, l'acidité malique se dégrade beaucoup plus vite quand il fait chaud que l'acidité tartrique. Quand il va faire vraiment chaud pendant la journée, l'acidité malique va tomber très vite, alors que l'acide tartrique, il faut une longue période
de fortes températures pour le faire baisser rapidement. Et vu qu'on a une nuit fraîche, même s'il fait chaud pendant la journée, la fraîcheur pendant la nuit va interrompre la dégradation de l'acide tartrique, mais pas celle de l'acide malique. Du coup, on va avoir des acides maliques assez bas, même pour les créments, mais des acides tartriques qui restent très élevés. Donc un équilibre dans l'acidité qui n'est pas agressif, qui va être rafraîchissant, mais qui évite l'agressivité. C'est très beau ça. Là, avant, tu nous parlais d'accord mets et vin, mais pour toi, le meilleur souvenir que tu as sur ce crément, c'est quoi? L'un des meilleurs souvenirs dont tu... Meilleur souvenir en accord mets et vin? Ouais. Alors en accord mets et vin, là-dessus, j'aurais tendance à dire que... plutôt sur ça devait être un crustacé, des gambas avec une sauce plutôt exotique, sauce légèrement épicée au gingembre. Je me semble c'est une sauce de gingembre cacahuète, je crois, quelque chose comme ça. Ah. Il y a un léger côté pain grillé dans le vin qui fonctionne bien aussi avec des fruits à coque. Et la minéralité en fin de bouche, ça fait écho un peu la fin de bouche du plat sur le gingembre va être légèrement relevée. Donc ça prolonge, le gingembre prolonge la persistance du plat. Et vu qu'on est sur un vin qui est très persistant aussi, voilà, le vin et le plat se rejoignent sur la fin de bouche, ça fonctionne plutôt bien. Après, je pense que sur ce type de vin, il faut rester léger sur le gingembre. C'est un vin qui reste quand même assez délicat. Oui. Donc c'est pas la peine de mettre la dose, juste un petit peu pour relever la fin de bouche, mais faut pas trop charger, quoi. Parce que le côté soyeux au début, il ne faut pas le bousculer. Voilà. Non, il faut qu'il y ait un petit peu de gingembre pour relever la fin de bouche, mais il ne faut pas que ce soit brûlant non plus, quoi. Très beau. Et vu que c'est un vin qui a un peu de structure, des crustacés, ça passe, quoi. On peut avoir des crustacés, ou même un poisson avec une sauce à la crème. Ça marche très bien avec un poisson avec sauce à la crème, c'est un peu plus basique. Comme accord, mais ça fonctionnera très bien, quoi. Après la crème, j'aurais presque tendance à dire que ça serait dommage. Ça mettrait pas forcément en avant la finesse du crément. Bah, disons que là, en l'occurrence, sur cet accord-là, c'est plutôt le crément qui va améliorer le plat. C'est-à-dire qu'effectivement, sur une sauce à la crème, c'est l'acidité, la nervosité, le côté assez citronné du vin qui va alléger la crème et qui va donner un côté plus aérien au plat, en fait. Okay. Bon. Le deuxième vin est le bébé d'Adrien. C'est le résultat de ses premiers essais dans le cadre de ses études. Aujourd'hui, faire une cuvée en barrique avec le pinot gris est presque courant. Mais en 2010, beaucoup regardaient Adrien au mieux de façon interrogative. Ça va être un pinot gris qui vient de notre terroir Linsenberg. Ça va être vinifié, donc fermenté et élevé en barrique, avec bâtonnage assez régulier. Hein. C'est un vin avec quand même un élevage plutôt marqué, que ce soit au niveau du bois ou au niveau de l'élevage Shirley. Donc ça reste à peu près un an en barrique. Hein. C'est mis en bouteille juste avant les vendanges. Donc on va dire 11 mois d'élevage barrique sur celui-ci. Alors 2016, c'est un peu la nouvelle version. En fait, au tout début, quand je l'ai commencé en 2010, c'était vraiment un test en fait. On avait fait une barrique en acacia, une barrique en chêne avec du Pinot Gris Linsenberg dedans, et une barrique en acacia et une barrique en chêne avec du Riesling aussi dedans, qui est la cuvée Audace, qui est une autre cuvée. Le but, c'était vraiment de tester deux essences de bois différentes sur deux cépages différents pour voir comment ça s'adaptait. On a fait la conclusion au final que l'acacia fonctionnait mieux sur le Riesling et que le chêne fonctionnait beaucoup mieux sur le Pinot Gris. Donc à partir de 2011, on a continué chêne avec le Pinot Gris, acacia avec le Riesling. Donc c'est là qu'on va vraiment avoir la base de la cuvée Tocate à partir de 2011. Donc on a fait l'élevage uniquement en barrique jusqu'en 2014. 2014 c'était le dernier millésime avec que de la barrique, et en fait à partir de 2015 j'ai rajouté un demi-muit, donc contenant de 600 litres quoi, plus gros, pour affiner quand même un peu le boisé. Je trouvais que le boisé était quand même un peu fort avec de la barrique pure et dure. Le demi-muit, en fait du coup maintenant c'est un demi-muit et 3 barriques, mais sur les 3 barriques j'en assemble que 2 avec le demi-muit. En fait je fais ma sélection sur les 3, il y en a une qui va rejoindre la cuvée Val-Saint-Grégoire, qui est l'appellation communale en fait du secteur, et les 2 autres sont assemblés avec le demi-muit pour faire le Tocade. Alors tout vient du Linsenberg, hein. Le Linsenberg c'est notre terroir le plus chaud en fait, ça va être exposé 50-60% de pente, plein sud, sur un terroir qu'on appelle le granit clair de Günzbach, qui est un granit extrêmement dur, extrêmement dense, pas du tout décomposé. On est à même pas 7% d'argile, hein, donc on peut dire que c'est rien. Il y a très peu d'eau, très peu de rétention d'eau et très peu de matière organique qui reste dans le sol. Donc c'est un sol qui va être
très chauds mais très pauvres. Donc ça donne des vins assez développés aromatiquement, qui peuvent avoir une certaine puissance aromatique, mais qui vont garder une certaine droiture et surtout une minéralité très marquée. L'élevage en barrique, ça va aider quand même à assouplir, à arrondir un petit peu ça. Alors jeune, ça cache un peu la minéralité, mais avec quelques années, la minéralité, elle revient au galop. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est pas un vin qui est vraiment fait pour être bu jeune, c'est un vin qui a vraiment toute sa complexité, qui demande quelques années de garde, quoi. Donc évidemment, c'est un pinot gris sec, même très sec. Là, on est à 0 sucre, hein, parce que la barrique, elle va vraiment fermenter, mais jusqu'au bout, avec fermentation malolactique. Ça, en barrique, c'est pareil. Hein, en barrique, c'est systématique, la fermentation malolactique. Il y a un bâtonnage derrière, hein, pour vraiment remuer les lits, avoir le meilleur contact avec les lits possible. Donc c'est un vin qui a quand même un certain gras, qui a une certaine rondeur, une certaine structure. Vu qu'on est en altitude, on garde une acidité derrière, même en millésime chaud, hein, qui va vraiment équilibrer le vin. Et on a une certaine allonge aussi, on a beaucoup de persistance due à la minéralité, à cette salinité, hein, qui est carrément caractéristique du Linsenberg. Après, au niveau aromatique, c'est quand même l'élevage qui va marquer en premier. On reste quand même sur le côté un petit peu poivré, pain grillé, sur des arômes aussi un peu beurrés. Ça vient de l'élevage Shirley, évidemment. Mais après, derrière, après quelques années de garde, on va avoir aussi fruits à coque, l'amande, côté aussi minéral, hein, qui va vraiment sortir, le côté presque iodé, hein, qui est assez caractéristique de Linsenberg, qui va ressortir derrière. Donc pour les accords mets-et-vins, ça c'est un vin que je considère quand même plutôt comme un automne-hiver. C'est pas forcément le vin de saison, hein, parce que c'est un vin qui va très bien se prêter dès que vous avez des viandes blanches avec des sauces, surtout des sauces aux champignons, des sauces automnales ou des sauces épicées, sur une sauce poivrée, ça ira très bien aussi. C'est un vin qui va très bien fonctionner aussi sur des plats avec des fromages fondus. Une raclette tout simplement, hein. C'est pas forcément ce qui mettra le plus en valeur le vin, c'est un plat qui reste très simple, mais ça fonctionne très bien. Ou même des viandes blanches avec des sauces à base de fromage, hein. Ça, rien que ça ira bien, hein. Et après, c'est aussi un vin qu'on peut sortir sur des poissons, mais il va quand même falloir des poissons d'une certaine structure, hein, sur une lotte, sur du thon, avec des sauces puissantes. Voilà, faut pas lésiner sur les sauces, hein, avec ce style de vin. C'est un vin sur lequel tu t'es fait tes premières armes au domaine. Ouais, c'est ça. Tu es parti de quel cahier des charges? On va dire qu'à partir de quelle idée tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ce vin-là? Alors en fait, il y a eu deux moments qui ont un peu marqué ce vin-là. En 2009, mon passage chez Tessin Ummacht à Turkheim, il fait donc sa cuvée de chardonnay en barrique, n'est-ce pas? J'ai eu l'occasion de m'en occuper un petit peu et de discuter surtout avec les autres stagiaires et travailleurs en cave qu'il y avait chez lui, dont un gars de Nouvelle-Zélande et un gars qui était sommelier en fait à New York mais d'origine espagnole. On a beaucoup parlé des essences de bois, etc. parce que le sommelier espagnol connaissait bien les vins aussi d'Espagne et d'Italie en acacia. Ce qui m'a donné l'idée pour l'acacia de l'audace, n'est-ce pas? Et du coup, ça m'a donné l'idée de tester en fait ces discussions, ça m'a donné l'idée de tester les essences de bois l'année suivante, en 2010. Après, par contre, vraiment pour la méthode de vinification pour l'autocad, là, ça me vient de mon stage de vinif, d'œnologie, que j'ai fait à Châteauneuf-du-Pape, au Biotélégraphe. Forcément, quand vous débarquez en tant qu'Alsacien à Châteauneuf-du-Pape, ah, t'es l'Alsacien, ben écoute, on a des cuvées de blanc là, tu te démerdes avec, c'est toi qui t'en occupes. Donc j'ai dû gérer, m'occuper un peu des cuvées de blanc au château La Roquette, donc le deuxième domaine du Biotélégraphe, quand j'étais en stage là-bas. Et c'était une vinification barrique pure et dure avec du bâtonnage assez intense, hein, bâtonnage tous les jours, hein, systématique, donc assez sportif, hein, comme élevage. Et donc un élevage assez marqué sur le vin. Alors c'est vrai que en goûtant les vins jeunes, je les appréciais moyen, je trouvais l'élevage un peu marqué, mais je me suis rendu compte par contre qu'à la garde, le résultat devenait très intéressant. Et au final, je trouvais le grenache gris utilisé en dominante, hein, pour ce vin-là, avec quelques caractéristiques quand même similaires au pinot gris. Avec la différence que le pinot gris a une acidité clairement plus marquée, hein, par rapport au grenache, mais ces deux cépages qui ont cette tendance à faire du volume,
volume, à faire de la rondeur. Hein, et du coup, je me suis dit que ouais, ce serait peut-être intéressant à tester cette vinif sur le Pinot Gris. Je suis un petit peu remis en arrière par la suite, hein, avec la nouvelle technique sur 2015, avec le demi-muit. Et là, le demi-muit, en fait, ça me vient de quand j'ai bossé à Château-Montus, Château-Bouscassé. Parce que lui, par contre, il faisait ses blancs secs, Château-Montus et Château-Bouscassé, en demi-muit. Quelques barriques à assembler avec, mais avec une dominante de demi-muit. Et c'est vrai que la qualité du boisé était très sympa. En plus, c'était une marque, bon, pas donnée, mais qui est très qualitative. Lui, il utilisait que du Stockinger pour demi-muit. Donc bon, moi, j'ai commencé aussi avec ça, du coup. Hein, et effectivement, je suis assez content du résultat. À ce jour, le domaine compte 17 hectares de vignes certifiées HVE. Nous finissons cette découverte avec une cuvée emblématique du domaine qui a été lancée en 1990 et qui s'est affinée au fil du temps pour devenir une référence dans le monde des pinots noirs alsaciens, le Pinot Noir Ehrenreben 2018. Donc le dernier vin. Voilà, donc là on va être sur le Pinot Noir Ehrenreben 2018. Donc c'est un peu un des vins phares du domaine, hein. C'est notre plus vieille parcelle de Pinot Noir, le Ehrenreben. C'est une parcelle plantée par mon grand-père dans les années 60. C'est des vignes qui ont plus d'une cinquantaine d'années. Alors c'est une sélection massale, on ne sait pas trop d'où elle vient. Il y a pas mal de vignes au départ que mon grand-père a récupérées de chez Théo Faller, le grand-père Faller, à l'époque, qu'il connaissait bien. C'est des vignes qui sont en altitude, hein. Ehrenreben, c'est notre terroir le plus haut, on monte jusqu'à 500 mètres, donc c'est le plus haut vignoble d'Alsace, à équivalence avec les vignobles d'Albé. On est exposé sud-sud-ouest, donc c'est un petit peu plus frais quand même que le Linsenberg, surtout qu'il y a un petit cours d'eau en dessous de la colline avec une bordure de forêt. Donc c'est un microclimat quand même un peu plus montagneux, un peu plus frais par rapport au Linsenberg, mais avec un sol un peu plus riche, parce que là on est sur un granit qu'on appelle le migmatite de Kaysersberg, qui est un granit beaucoup plus décomposé que le Linsenberg, donc un granit avec plus d'argile. Beaucoup d'amateurs de vin d'Alsace connaissent ce granit-là, hein, parce que le migmatite de Kaysersberg, c'est le granit du Schossberg. Donc c'est un granit quand même qui est assez connu dans le vignoble. On pointe aussi beaucoup de Riesling, hein, sur ce secteur-là, c'est un de nos deux terroirs principaux pour le Riesling également. Donc le Pinot Noir Ehrenreben, ça va être un Pinot Noir vraiment de très petit rendement. Sur une bonne année, on est à 35 hecto-hectares. Sur une bonne année, autant dire que les dernières années, on n'était pas très souvent à 35 hecto-hectares. Hein. Donc alors, en termes de rendement, c'est une petite production, mais on a quand même un hectare d'un seul tenant en Pinot Noir, hein, donc on réussit quand même à avoir un volume assez correct. On fait entre 10 et 15 barriques par an en fonction des années. On va être sur un vin quand même qui est une belle structure, qui est très structurée dû à plusieurs raisons. Hein. Déjà l'âge de la vigne de 50 ans en Pinot Noir sur des très petits rendements, ça va forcément donner une très belle matière au départ. On va aussi avoir le sol qui a quand même un certain pourcentage d'argile par rapport aux autres terroirs de granit du secteur. Et après aussi la vinification. Hein. Mon père avait déjà une vinification en rouge assez au point au départ, parce que bon, lui a étudié à Beaune, il a fait ses stages en Bourgogne, etc. Donc il avait déjà une bonne compréhension de la vinification en rouge. Et dans mon cas, bon, j'ai pas mal travaillé aussi dans d'autres domaines en rouge, pas forcément en Bourgogne, mais dans d'autres régions. Donc j'ai aussi pu apporter ma petite pierre à l'édifice. Au départ, mon père faisait que des remontages, mais pas d'aération. Vraiment à l'abri de l'air. Donc ça pouvait donner des vins avec un petit peu de réduction, avec un côté presque un peu Beaujolais au départ sur les premières années. Et même lui, hein, il n'était pas forcément trop fan les premières années. Lui, c'était vraiment des vins considérés des vins pour la garde, donc il évitait de les boire les premières années. Et en fait, moi, dans les Côtes-du-Rhône, j'ai pu un peu travailler sur la Syrah. J'ai pu aussi rencontrer des viticulteurs, pas du Rhône Sud, mais du coup du Rhône Nord. Hein. J'ai fait un petit tour dans le Rhône Nord sans forcément y vinifier. Et dans le Rhône Nord, eux, sur les Syrahs en granit, ils vont pas faire ça à l'abri de l'air. À l'inverse, ils vont vraiment aérer ça, ils vont vraiment oxygéner tout ça. Et ça fait vraiment partir le côté un petit peu réducteur. Et ça met vraiment en avant les caractéristiques pures et dures du terroir. Donc on va être vraiment sur un Pinot Noir qui va faire ressortir le côté poivré, le côté épicé, hein, du vin. On a encore le côté fruit noir, assez caractéristique des Pinots Noirs quand même sur terroir plutôt solaire. Mais on a une finale et une structure construite autour de l'épice. Hein. Côté presque un peu sanguin, hein, qui est assez caractéristique des sols de granit et des sols schisteux, des sols chauds, des sols riches en fer. Là, c'est un vin qui est encore très jeune, c'est 2018. Malheureusement, on a déjà terminé devant le 2017. Hein, le 2017 est déjà
déjà en rupture de stock, mis à part quelques réservations de restaurants, on est en rupture sur le 17. Donc là, on va commencer à vendre le 18. C'est encore un petit peu jeune, parce que le 18 c'est un très gros millésime de rouge pour nous. Hein. C'est un millésime. Le rendement n'était pas énorme parce qu'on a été assez touché par le mildiou en 2018. Et le pinot noir est le cépage le plus sensible au mildiou du coup. Hein. Donc on a quand même eu un petit peu de dégâts de mildiou sur le pinot noir Ehrenreben. Mais par contre, une année magnifique pour les rouges, une fin de saison surtout pas trop chaude. Un été très chaud, hein, mais la fin de saison n'était pas trop chaude, donc la maturation s'est bien passée sans pour autant dégrader l'acidité. On a une belle matière d'année chaude, mais on garde l'acidité d'un millésime plus équilibré, donc on a vraiment quelque chose d'assez intéressant. On est sur un millésime qui a pas mal ressemblé à 15, mais avec un peu plus de fraîcheur. On est sur des matières, les puissances de 15, mais avec un peu plus de fraîcheur. 15 beaux millésimes pour les rouges aussi. Très beau millésime pour les rouges, et je pense que 18 est encore un petit cran au-dessus. D'accord. Mais du coup, il a vraiment un gros potentiel, donc 2018, c'est encore un petit peu tôt. Du coup, celui-ci, au niveau de la macération, c'est une macération qui fait un peu plus de 2 semaines. Comme j'ai dit, avec des remontages assez intenses. Hein, en pleine macération, en pleine fermentation, on va facilement à 30-45 minutes, 2 fois par jour, à l'air, à chaque fois. Donc c'est beaucoup aéré et beaucoup remonté. Par contre, 0 pigeage, 0 délestage, on est sur de la méthode d'extraction assez douce, mais assez longue dans le temps en fait. Hein. Le but c'est vraiment de faire filtrer le jus à travers le chapeau de marc pour extraire, mais sans action physique en fait. On est sur des terroirs de granit. Donc ça doit se travailler, un terroir de granit, ça va se travailler différemment d'un terroir argilo-calcaire. C'est vrai que les bourguignons sur les argilo-calcaires vont faire beaucoup de pigeage, voire même de la vendange entière, hein, non éraflée, pour avoir des tanins un peu plus pointus, un peu plus nerveux. Ça c'est dû aussi à leur type de sol. Ils ont un type de sol qui va apporter beaucoup de gras, beaucoup de rondeur au vin, mais ça peut manquer un peu de dynamisme, ça peut manquer un peu de nervosité justement, ça peut faire un peu flabby, un peu plat. Et du coup cette macération avec qui apporte des tanins un peu plus nerveux, ça apporte cette dimension plus vive au vin. Nous, sur les granites, on a l'exact inverse. On va avoir une dimension nerveuse de départ. On a des tanins qui sont facilement assez anguleux, assez nerveux. On a une belle acidité dès le départ, on a une minéralité qui allonge le vin. Et à l'inverse, on peut manquer un peu de largeur. On peut être un peu étriqué au début. Et du coup, on va plutôt chercher à extraire de la masse tannique, mais souple, en fait. Et chercher à avoir une certaine masse, une certaine rondeur, mais qui ne soit pas agressive. On sent que c'est pas très jeune, hein, je veux dire, il y a un potentiel, on sent même il y a quand même une certaine rondeur déjà qui est présente. Là typiquement, j'imagine que la viande forcément avec ça. Viande et gibier. Voilà, là en Alsace, on est bien placé pour ça, sur un filet de chevreuil, sur du marcassin, sur un vin jaune, filet de chevreuil marcassin. On peut aller sur quelque chose d'un peu plus, une viande un peu plus maturée avec un plus vieux. Le Ehrenreben avec 5-6 ans de bouteille, on peut commencer à aller sur un lièvre à la royale par exemple, et avec une dizaine d'années, là on peut carrément aller sur de la viande maturée, quoi. Si j'osais, sur un dessert, tu proposerais quoi ? Alors sur un dessert, pour avoir déjà essayé, le rouge c'est quand même compliqué à cause des tanins. Jeune comme ça, je lui laisserai quelques années pour pouvoir réussir à le mettre avec le dessert pour que les tanins s'assouplissent un peu quand même. Hein. Là les tanins sont encore un petit peu durs pour sortir du sucre avec ça. Fruits rouges pas trop sucrés, framboise, mûr plutôt même, j'aurais tendance à dire. Avec des épices si on peut. Chocolat. Un petit peu de crème. Un petit peu de crème, mais pas trop sucré. Il faut vraiment limiter la dose de sucre. Le sucre, faut vraiment limiter la dose de sucre si on veut mettre un dessert là-dessus. On peut aller sur du chocolat, mais moi je suis pas un grand fan de chocolat fruits rouges, donc du coup. Non, après je dis pas forcément mélanger les deux. Mais... Voilà, oui, chocolat, mais bien noir et pas trop sucré. Bien noir et pas trop sucré. Ou alors du torréfié avec du café, de la chicorée, ce genre de choses, quoi. Porte-étendard, le pinot noir, ça s'explique comment Alors, plusieurs raisons. Déjà, historiquement, la vallée a toujours fait beaucoup de rouge. Hein. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la vallée de Münster, c'est 80% de rouge. Donc, quand même un secteur
assez spécialisé là-dedans. Hein. Et dans les pinots en général, l'appellation communale Val-Saint-Grégoire, c'est l'appellation spécifique au pinot. Hein. Et après aussi, bon, déjà une inclinaison de mes parents vis-à-vis du pinot noir. Hein. Ma mère étant du Beaujolais et mon père ayant étudié à Beaune. Dans les deux cas, le vin rouge et le pinot noir en l'occurrence, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien. Donc quand ils ont démarré, ils ont tout de suite commencé par planter du rouge, hein, par planter des pinots noirs. Et après, moi j'ai aussi continué à pousser là-dessus, hein, parce que comme je l'ai dit, j'ai quand même pas mal bossé dans les domaines qui faisaient plutôt du rouge. Et dans la famille, on aime bien les rouges avec une certaine structure en général. C'est aussi une préférence personnelle, que ce soit de mon côté ou du côté de mes parents, quoi. Et après, on s'exprime toujours mieux sur ce qu'on aime. Voilà, c'est ça, effectivement. Bon, en tout cas, merci pour cette découverte. Voilà. Santé. Santé.